Vous écoutez la MIF Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de la MIF Production. J'ai décidé de quitter le marché de Rungis pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. La MIF Production. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs, mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations, @lamifproduction au pluriel. La MIF Production. Je suis chez le réalisateur Arnaud Le Goff. Merci beaucoup de m'accueillir. De rien. Est-ce que tu peux te présenter? Je sais que réalisateur, c'est pas assez pour te décrire. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors, réalisateur, c'est pas assez pour me décrire. C'est un peu ce que je fais maintenant et c'est un peu là où je voulais arriver. Mais j'ai commencé il y a un moment, avant que les ordinateurs, avant que tout ça arrive, dans les années 90. Et j'ai commencé par du dessin. J'ai fait des études de dessin. Après, j'ai travaillé dans la pub pendant 3-4 ans, où là, j'ai appris à vendre des produits. Ça veut dire créer des programmes, que ça soit graphique ou visuel ou photo, où l'objectif, c'est de vendre quelque chose. Ça veut dire s'adresser à un public. Et puis, au bout de 4-5 ans, j'ai un peu craqué dans la pub et je me suis dit, j'en ai marre de faire. J'étais directeur artistique, ça se passait très bien. C'était un peu la grande époque de la pub à l'époque. Et j'ai acheté une caméra, j'ai démissionné et j'ai voulu être cadreur, reporter, faire des films, réalisateur et tout. Au bout d'un an ou deux, ça a commencé à prendre et puis je suis rentré à France 2, où là j'ai fait plein de sujets pour le journal de France 2, dont un sujet que j'avais fait à la Paluche à l'époque. C'était une toute petite caméra avec un gros magnétoscope. C'était pour l'affaire Lewis Trio et Foreigner à Londres, je me rappelle. Et avec un journaliste qui s'appelle Nicolas Vinclair, c'était un super journaliste, qui... là, la rédaction passe le sujet au journal de 20h et à la sortie du journal, il y a la moitié de la rédaction qui dit « Mais c'était quoi ce truc qu'on a vu avec des fichas et la caméra qui bouge dans tous les sens, avec un truc un peu étrange et tout ?» Et il y en a la moitié de la rédaction qui disait « C'est génial » et l'autre qui disait « Mais c'est n'importe quoi ». Donc là, je me suis retrouvé un peu dans l'embarras, je savais pas quoi faire. J'ai essayé de me calmer un petit peu, et au même moment, il y avait Canal+ qui montait une émission qui s'appelait pas Non fallait pas l'inviter, ça c'est pour plus tard, qui s'appelait C'est pas le 20h. C'est pas le 20h, c'est une émission de reportage qu'on passait tous les samedis soirs de 20h à 20h30, qui était où on changeait d'axe par rapport à un sujet. C'est-à-dire que aux news, on va parler des douaniers à Perpignan, et puis on va aller voir le douanier, puis nous, on va essayer de décaler l'axe, on va aller voir soit le dealer, soit tout ça, et comment il va passer, essayer de trouver des trucs, et plutôt marrant. Donc là, Capa m'a appelé, en voyant le fameux sujet de France 2. Merde. En voyant le fameux sujet de France 2, et j'ai débarqué à Capa, qui est une grosse agence de presse française, qui finissait 24 heures, qui était une émission phare de Canal+, où c'était un événement, 52 minutes tous les samedis, avec 5 caméras, sans commentaires et tout. C'était vraiment intéressant, où ils travaillaient sur la séquence, c'est-à-dire plus les plans étaient longs, plus on était à l'intérieur de ce qui se passait. Je sais pas si on est avec les pompiers, mais on court avec les pompiers, on est vraiment avec eux, etc. Et pas de la radio filmée comme on peut voir au journal télé. Au journal télé, on fait une voix off, on met des images et on peut faire dire ce qu'on veut aux images. Mmh. Là, quand on est dans la séquence, d'un seul coup, ça change tout et on est avec la personne qui participe à l'événement, à ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une manière de travailler très, très particulière, parce qu'arriver à choper des séquences, c'est un petit peu compliqué. Il faut essayer de regarder, pas trop tourner. Et puis, à un moment, il se déclenche quelque chose et là, on y va. Et donc, on rentre là-dedans. Donc là, j'ai bossé à Capa pendant une bonne dizaine d'années. Et dans cette émission, c'est pas le 20h, il y avait toujours plein de petits sujets où il fallait trouver des idées de réal. Donc, je me rappelle, pour l'anecdote, il y en a une qui est assez drôle comme ça, où
C'était un sujet sur des filles, des actrices porno qui avaient fait un concours dans un magazine et ils voulaient qu'on aille filmer le casting des mecs qui avaient gagné. Et le truc, c'était, il y avait 10 mecs à poil, les 3 nanas devant, et qui disent, on va choisir celle-là, on va choisir celle-là, on va choisir cette bite-là. Et là, je dis, mais non, vous êtes fous, faut flouter. Ah non, on veut pas flouter, débrouille-toi. Là, je suis, waouh, comment je vais faire? Donc j'ai découpé un rond rouge de 30 cm, 20 cm, je sais plus. Et j'avais ma main dans le cadre tout le temps avec ma caméra. Et je passais de bit en bit, mais on voyait jamais les bits. Et c'était très drôle. Et là, d'un seul coup... Les effets spéciaux... C'était un effet spécial à 2 balles, pas à la Méliès, mais c'était vraiment un gros rond rouge. Au lieu de mettre un rond rouge en numérique à la télé, j'avais un morceau de carton et ça fait rire beaucoup de monde. Et après, de fil en aiguille, Canal, de Greff, voilà. J'ai été repéré à ce moment-là et j'ai commencé à faire des petites réalisations au Journal du Cinéma, à Canal+, et puis sur plein d'autres émissions. Et là, j'ai commencé à être réalisateur, donc à rencontrer des producteurs, à essayer de voir des trucs, à essayer de comprendre un peu le métier. Et je suis tombé sur un producteur avec qui j'ai fait les plus gros succès de Canal à l'époque, où on faisait le Journal de la nuit à Cannes, qui était une sorte de documentaire sans commentaire de 26 minutes par nuit pendant les 6 ou 11 jours du festival. Je sais plus, on l'a fait pendant 6 ans. Et après, plein de réalisations, soit je travaillais sur un aparté, sur plein de trucs, et surtout sur une petite séquence avec Michel Muller, où De Greff avait repéré Michel Muller et dit, voilà, il faudrait trouver un truc avec lui. Ça, j'en parlerai peut-être un peu plus après, ou le développer un peu plus après. Et puis là, ça a marché, et puis c'est parti. Et là, on était en début 2000, et avec Michel Muller, je tournais une toute petite DV où il se filmait lui-même. C'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré pas mal de youtubeurs qui m'ont dit, mais tu as été le premier à faire le premier youtubeur, le premier mec qui se filme tout seul avec une caméra. Des sketchs vus d'un œil en plus, comme une GoPro. Ouais, c'est comme une GoPro, qu'il prouve qu'il fallait pas inviter l'invité. Et j'étais parti du principe que c'était le journaliste pourri de la rédaction qui voulait prouver qu'il fallait pas inviter cet invité-là. Donc, comme tous les autres étaient dans le sens du poil, lui, il était tout le contraire. Mais on n'allait pas lui donner d'argent, pas de caméra. Donc, c'était lui qui se filmait. Il y avait des drops partout, c'était pourri. C'était... En fait, le concept, quand je parlais tout à l'heure de vendre un produit, j'essayais de trouver un concept et d'adapter ce concept-là pour que le concept donne l'image. Et non, il ne fallait pas l'inviter, c'était vraiment ça. On part du message et on traduit. Ok. On part du message, on parle même plus du concept. C'est vraiment, t'es un journaliste qui veut prouver qu'il ne faut pas inviter, donc on ne te donne pas de thunes. Donc tu vas faire en fonction et ça va donner l'image. Okay. J'ai beaucoup et souvent travaillé là-dessus en étant très... essayer d'être carré sur le concept, et à partir du concept, on se met des contraintes. Et voilà, on va aller sur ce concept-là, c'est une émission qui fait ça donne ça, et l'image en ressort à la fin. C'est obligé. Et après, à ce moment-là, donc en 2000, il s'est passé un truc, c'est que les ordinateurs, ça commençait à sortir, les MacBook Pro, les DV, etc. En 97, 2000, les premiers ordinateurs sont arrivés avec les premiers bancs de montage et les premières caméras où on pouvait produire nous-mêmes et vendre aux chaînes. Donc là, j'ai monté une petite boîte qui s'appelle Big Eyes Production, qui s'appelle encore Big Eyes Production. Et là, on a fait plein de soirées, des soirées spéciales sur Canal, des petits trucs, plein de bandes annonces, beaucoup de bandes annonces pour tourner, pas mal d'émissions, de reportages pour Canal, M6, Arte, un peu tout le monde. Mais c'était, il y avait les graphistes qui 10 ans plus tôt avaient pu utiliser des ordinateurs, après les musiciens. Et puis là, on arrivait et on pouvait monter des images à l'image près. Il faut savoir qu'en 95, les bancs de montage qu'on achetait, le point de coupe, il était à 1 seconde près devant ou derrière là où on voulait aller. Donc c'était très précis. C'était pas précis du tout. Et d'un seul coup, là, avec ces outils-là, ça a été un peu une révolution. Et on a, en tout cas, j'ai vraiment l'impression à ce moment-là d'avoir fait ce qu'on appelait la bascule numérique et d'aller, je me rappelle encore, aller à Canal+, installer QuickTime sur les ordinateurs
pour que les gens à qui on envoyait les montages, on était à Montreuil, à côté de Paris, puissent voir les montages dans leur bureau. Et ils n'avaient pas 2 étages à descendre pour aller au banc de montage à Canal+, ils avaient ça directement dans leur bureau. Et Ça aussi, c'est une révolution, du coup. pour eux, c'était une révolution, parce c'était beaucoup plus simple. C'est un gain de temps incroyable pour le monteur, pour celui qui regarde, et en fait, pour tout le monde. Bah pour tout le monde, et puis surtout, nous, on n'était pas à Canal, on vendait à Canal. Ouais. Canal avait ses prods internes, mais nous, on faisait ça chez nous. Et donc là, ça a été un peu, ça a été un peu, ouais, une vraie révolution, à l'époque. Et puis, et au même moment, donc c'était en 97, ouais, on sortait donc de C'est pas le 20h, et avec un journaliste qui s'appelle Christophe Tison, on a monté une émission qui s'appelle Trax sur Arte, où là, c'est pareil, il fallait travailler le concept, voyage dans les tribus urbaines, avec une manière de faire qui était pas d'animateur, un graphisme très fort, et que l'identité visuelle de l'émission était pas gênée par un animateur. Par exemple, si on mettait un Nagui ou n'importe qui à présenter ça, si Nagui décide au bout de 5 ans de plus faire cette émission-là, l'émission se casse la gueule. Là, il n'y avait pas d'animateur, il n'y avait qu'une voix off, donc on pouvait le faire facilement en allemand et en français pour Arte. Et l'émission existe encore. Donc à l'époque, il y a encore le rédacteur en chef qui est là, c'est un journaliste avec qui je travaillais moi sur Paris Première avant, qu'on avait placé là, avec qui on avait travaillé. Et j'ai bossé sur cette émission-là pendant 2-3 ans pour la mise en place de l'émission. Et avec un générique super fort à l'époque, aussi très graphique et très identifié. Et ils ont changé de générique il n'y a pas très longtemps, mais le générique a duré 20 ans. C'était... ouais, 97, ça fait 25 ans maintenant que l'émission existe. Et donc ça, c'était encore un truc par rapport à de la direction artistique pure et comment mélanger l'image, comment travailler le concept pour de l'émission. Et puis après, bon, donc début 2000, Trax arrivant, Trax parlait beaucoup de musique, et j'ai commencé avec ma boîte à rencontrer des gens dans les maisons de disques et tout. Et là, c'était la grande époque des DVD musicaux. C'est que les maisons de disques, l'internet commençait à poindre son nez, donc il y avait du piratage musical dans tous les sens. Ils vendaient plus de disques, ou de moins en moins. Et là, ils se sont dit, avec le DVD, ça va être le nouveau disque, un peu un nouvel objet qu'on va pouvoir vendre. Donc là, on s'est enchaîné les DVD. Ouais, j'en ai fait plein de 2002 à 2009. C'est des captas de concert ou c'est des grosses captas de concert avec des making-of, avec des courts-métrages, et tout ça, que ça soit de la pochette du disque au menu, au générique, à l'univers du film, au film. Essayer de trouver, pareil, une vraie, entre guillemets, direction artistique qui tienne avec le truc. Le premier qu'on a fait, c'était Salvatore Adamo, c'était super, c'était drôle. On a bien rigolé, et après, on a enchaîné avec les Raphaël, qu'est-ce qu'on a fait, Jean-Louis Murat, Placebo, Franz Ferdinand, on a fait beaucoup à l'époque, jusqu'en 2009 où un peu le marché s'est un peu écroulé, les maisons de disques, la crise de 2009 et tout. Là, ça a un petit peu ralenti, et surtout l'internet arrivait. Et là, moi, dans les DVD à l'époque, je commençais à mettre un peu de fiction. J'avais la personne avec qui j'étais à l'époque faisait une école qui s'appelait le CEEA, qui est une école de scénaristes pour de la série, pour de la fiction française. Et là, en tout cas, moi, toute la génération de ces scénaristes-là, avec qui je bossais à l'époque, m'ont appris le Lego du scénario. Je suis pas auteur du tout. Moi, je suis vraiment un faiseur, un mec de plateau. Mais quand ils m'ont appris que le scénario, c'était une construction d'abord, avant d'être un travail d'auteur, etc., pour que ça marche, là, d'un seul coup, ça a été une révélation. Et même dans le reportage, même dans le reportage, la fiction, la captation, etc., j'ai adapté tous les schémas scénaristiques possibles, ou me faire aider par eux, pour que ça puisse raconter quelque chose. Qu'on puisse dire, est-ce qu'il va y arriver à la fin ? Voilà, et que ça tienne dans la laine des gens, pas forcément que du suspense, mais qu'on soit pas... par exemple, quand on voit des reportages, envoyés spéciaux ou des documentaires, il y a un journaliste qui donne des infos. Il donne des infos. Et une fiction, c'est est-ce que le personnage va arriver, et dans ce parcours-là ou dans cette construction-là,
dans cette construction-là, il faut arriver à placer toutes ces infos-là. Et d'un seul coup, on arrive dans une histoire, ce qu'arrive très bien à faire Netflix maintenant sur des documentaires, où ils travaillent vraiment ça. C'est on regarde le truc, on dit mais est-ce qu'il va y arriver, mais il va où, mais tout ça, c'est assez énorme. Ouais, ça Alors commence à se démocratiser pas mal. Commence à se démocratiser. Ouais. Et mais c'est pas encore, en tout cas en France, c'est pas encore ça. Moi, j'ai réussi à l'adapter à quelques émissions de télé, à pas mal de captations que j'ai faites, mais c'est encore très compliqué. Et cette vision-là, tu l'as tu l'as eu en regardant des documentaires, tu l'as eu tout seul, tu l'as eu justement du coup avec cette Je l'ai eu école par de ma scénariste. compagne, par rapport à cette école où elle faisait cette école-là à l'époque. Maintenant, elle a travaillé sur la création de Nous appartient, elle fait beaucoup de téléfilms, de séries, etc. Ça marche très bien. Le truc, c'est j'ai découvert un nouvel univers. En fait, quand j'étais dans la pub, j'ai découvert le concept. Après, j'ai découvert la caméra, l'outil caméra. Là, je me suis vraiment éclaté vraiment avec cette caméra. Et puis après, la musique, le scénario. Et après, essayer de tout mélanger. La première fois que j'ai fait des images comme ça, je me rappelle, c'était dans la pub, et je me suis rendu compte que mélanger une image avec une musique, avec une lumière, avec un graphisme, putain, ça donnait quelque chose. Et c'était assez magique, et on pouvait donner un message, soit publicitaire, soit autre. Après, maintenant, une fois que j'ai quitté la pub, le message, il était ailleurs. Il était soit faut aimer le musicien, faut bien raconter l'histoire, ou donner des vrais messages. En tout cas, l'importance d'un réalisateur ou de nos métiers, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir donner un message positif ou négatif, mais on a un pouvoir énorme de pouvoir dire des choses. Et ça, il faut pas s'en cacher, c'est un truc incroyable. Et une fois qu'on a trouvé la responsabilité de dire ça, de faire ça, d'un seul coup, ça change un peu la manière de travailler. Et une fois qu'on a tous les outils qui sont graphiques, visuels, scénaristiques, de lumière, de mise en place de plein de choses, une fois qu'on a tous ces trucs-là, qu'on peut les mélanger, c'est faire un film, c'est faire un bon cocktail ou une bonne recette de cuisine. On a plein de choses. Et c'est les ingrédients, comment on les mélange, à quel moment on les mélange, qui vont faire que le cocktail va être bon, le repas va être bon. Pour un film, c'est exactement pareil. Sauf que pour un film, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que de faire un repas, ou un cocktail. Mais bon, voilà. Et maintenant, 2009, tout se casse un petit peu la figure. Là, je rentre dans la fiction. Je commence à faire. J'ai écrit une série à l'époque de 8 fois 10 minutes avec les scénaristes qui sortaient du CEA, où je me cachais un peu derrière ma façon de faire à l'image, et je me cachais plus derrière l'image que derrière la mise en scène et tout. J'ai appris la mise en scène après, et c'était 8 fois 10 minutes. Tout le monde me disait, mais les formats de 10 minutes, personne n'en veut, etc. Et personne n'a voulu, et 10 ans plus tard, tout le monde en voulait. T'as bien cassé les portes. Je me suis retrouvé dans ma vie assez... j'ai fait le premier docu-soap en France. Un docu-soap, c'est un documentaire où on suit des gens sur plusieurs épisodes, etc. pour Arte. J'ai fait les premières grosses émissions comme ça, où essayer de trouver... je me rappelle avec De Grève, quand je lui ai proposé ce truc, quand il se filmait tout seul, et il dit, ah putain, pour ce module-là, on peut y aller, mais il faut vraiment une forme, il faut vraiment un truc que personne n'a encore vu. Donc ça, j'aime bien. Après, c'est toujours été compliqué de tenir cette ligne-là, et après d'être compris par les gens. Ça, on n'est pas dans un pays du visuel, on est un pays de l'écriture, mais on n'est pas encore dans un pays du visuel. Quand on voit les séries, je me suis retrouvé dans des situations comme ça où on m'a demandé des bandes annonces pour des grosses séries françaises, pour le Bureau des légendes, par exemple. Ou Kaboul Kitchen aussi. Ou Kaboul Kitchen. Ou Kaboul Kitchen, Braco. Bon, j'ai fait un peu... À un moment, avec Canal+, je leur avais proposé, je dis, mais on va sur les fins de tournage et on prend les acteurs, on tourne nos trucs. Au lieu de prendre des images, on fait des vrais scénars. Et je me rappellerai toute ma vie du directeur artistique de l'époque de Canal+, qui dit, est-ce que tu peux venir à Canal? On a reçu les 2 premiers épisodes du Bureau des légendes. On pense que ça va être top. Ça a l'air vraiment bien, mais visuellement, ça marche pas. Je dis, mais comment ça, visuellement, ça marche? C'est très français, c'est très franco-français, ça bouge pas, c'est très... Ce qui donne le jus aussi à cette série-là,
Sauf qu'à l'époque, quand cette série est sortie, ils ont dit si on montre une bande-annonce avec des images comme ça et les séries qui est à côté, qui ont un putain de direction artistique, un univers très fort visuel, etc., on n'est pas au niveau. J'ai dit, mais vous voulez que je fasse quoi? On veut que tu fasses comme les séries américaines, on va tourner. Et on a fait des bandes annonces. J'ai fait des bandes annonces, mais je dis, mais par exemple, le Bureau des légendes, ils n'utilisent jamais un travelling, jamais un steadicam, jamais un ralenti, jamais tout ça. Arnaud, tu fais ce que tu veux. Ok, je fais un truc. Et là, je me rappellerai, on met les bandes annonces sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et des potes réalisateurs qui, je vois, commencent à commenter la vidéo en disant waouh, t'as vu? Bon, il y avait Julien Siri, Didier Lepech, sûrement des gens que je connaissais, et qui disaient mais waouh, t'as vu comment c'est beau, ça a l'air d'être vachement bien la nouvelle série. Je leur envoie un petit message, c'est que la bande-annonce, mais la série va être super bien. Et je pense que ce qu'a fait Rochant en tenant son truc très français par rapport à l'international, etc., c'est ça qui a marché en fait. Mais à l'époque, ça manquait et encore, c'est encore rare d'avoir des fortes directions artistiques visuelles dans les films ou dans les séries françaises. Tout ça par rapport à la nouvelle vague, par rapport au passé de... Pardon. Tout ça par rapport au passé français de l'auteur français. On est dans un... mais je sais pas si on peut l'aborder maintenant ou si on va développer après. Oui, on peut finir sur ton parcours, ensuite on en va parle de finir ça, sur parce le que c'est un parcours. long, Et puis, longue conversation. Donc voilà, donc j'en étais donc à ce truc du Bureau des légendes. Et après, j'ai enchaîné plein de pubs, plein de bandes annonces, beaucoup pour les chaînes, beaucoup pour des programmes. Et venant de la pub, les chaînes me demandaient de trouver des idées. Je jouais l'agence de pub pour des chaînes ou pour des programmes, faire des bandes annonces pour des programmes. Et puis, l'Internet, on a commencé à pouvoir mettre des vidéos sur Internet vraiment dans les années 2005-2010. Là, ça y est, l'arrivée de YouTube et tout. Et là, la musique m'a rattrapé. J'ai un peu arrêté de faire de la fiction. Je continue de faire de la fiction. Et là, là, j'ai enchaîné un nombre d'émissions. J'en ai fait une avec Jamel au Jamel Comedy Club, qui était une émission musicale pour Orange. Après, on a fait une autre qui s'appelait Live Atome. Après, j'en ai fait une autre qui s'appelait Le Ring, donc pour François. Et là, c'était des trucs vraiment... Live Atome, c'était des produits qui étaient que pour Internet, mais produits avec Universal, avec des sponsors et tout. C'était un modèle économique qui marchait plutôt bien. Et Universal, à l'époque, montait de ce genre d'émissions, des copros, ce genre d'émissions. Et à chaque coup qu'il y avait une émission qui arrivait, ils voulaient que je la réalise et que je mette en place un système visuel. Donc voilà, et puis maintenant, j'oscille entre encore un peu le reportage comme je faisais à Capa, mais pour des bateaux de course. Donc ça, c'est un peu bizarre. Je suis breton, un peu marin, et il y a un truc qui est assez magique avec ça, c'est que quand on fait un reportage, un documentaire, on voit les gens une fois, et puis après, on les voit plus. Et là, ça fait 8-10 ans que je travaille avec eux, et on y va tous les mois, et on voit les gens grandir, gagner, perdre, on perd avec eux, on gagne avec eux sur les bateaux de course, et avec Armel Lecléache, Clarisse Kremer, avec plein de gens. Donc c'est encore encore une autre histoire, mais en tout cas le storytelling, l'histoire, je l'adapte aussi sur tout ce travail de reportage avec eux. Et je continue de faire la fiction, que ce soit de Nous appartient, des fictions pour éléphants et compagnie, pour France 2, TF1, un peu de tout, et beaucoup de captations encore, beaucoup de captations musicales. Et pas de cinéma? Pas de cinéma, j'ai pas eu l'occasion. Je crois que j'ai commencé la fiction un peu tard pour aller dans le cinéma. Et surtout, c'est qu'on n'arrête pas de me demander d'écrire un film, alors que moi, je veux pas écrire de film. Et le nombre de potes scénaristes qui me disent on en a marre, on nous demande de réaliser notre film parce qu'on a écrit une belle histoire. Et ils disent mais on sait même pas ce que c'est qu'un casting, on sait même pas ce que c'est que ça. Et enfin, en fait, en France, si tu écris une bonne histoire, tu dois être un bon réalisateur. Et ce que je trouve totalement absurde. Et il y a aux États-Unis, il y a plein de très 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 grands réals qui écrivent pas une ligne, les Eastwood, les Spielberg, les Scorsese. Il y en a plein qui écrivent à partir de scénarios de très 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 grands scénaristes. Et en fait, en France, mais ça c'est plus par rapport à ce qu'on disait sur la nouvelle vague là, la France a une culture de l'auteur qui sait écrire par rapport à Godard, à Truffaut, etc.,
qui ont révolutionné le cinéma à l'époque, vraiment. Mais on en est resté là. Et les métiers comme... il y a... un scénariste doit savoir réaliser son film et un réalisateur doit devoir écrire son film. Un peu un auteur couteau suisse il y en fait a tout, chef-op et tout. Il y en a, mais il y en a peu. Bon, déjà, moi, j'ai l'impression que de savoir faire beaucoup de choses. Si en plus il fallait que je sois un grand scénariste, je passerais mon temps à écrire des scénarios et je ferais plus de films. Non, en France, on n'a pas cette culture, cette culture-là du réalisateur, réalisateur. Et même quand les réalisateurs trouvent un bon scénario, ils vont le triturer dans tous les sens, etc., et enlever un peu la substance du scénario en oubliant le scénariste. Là, je suis un peu pro-scénariste, mais je l'ai vu tellement de fois dans ma vie. Tellement, je sais pas, j'ai vu des anecdotes. J'ai une anecdote comme ça. J'étais dans une prod où je faisais une série policière pour Orange. Et il y avait un autre film qui était là. Il y avait des scénaristes qui avaient bossé pendant 2 ans sur le truc. Le scénario était vachement bien. Et le producteur était avec son assistante en train de compter les mots qu'avait changé le réalisateur. Parce que le réalisateur n'avait plus le scénario, il n'avait même pas vu les scénaristes. Il a dit « Oh, ça va pas du tout ». Mais lui, il est arrivé, ça faisait une semaine qu'il était dessus. Il a enlevé la moitié des trucs, il a réécrit tout. Et après, c'est juste pour des guerres de droits d'auteur et tout. Et en France, parce qu'on a fait une rédaction en fin de troisième et qu'on sait écrire un peu de français, on est scénariste, alors que c'est un vrai métier. Ouais. Et pareil pour la réalisation. Producteur, réalisateur, scénariste, tout le monde peut dire on peut être producteur, réalisateur, s'auto-proclamer producteur, réalisateur ou scénariste. Alors que c'est des vrais métiers avec beaucoup de techniques. Mm-hmm. Et c'est encore compliqué. Et dans le cinéma français, on gagnerait vraiment à diviser les métiers. C'est pas à diviser les métiers, mais à travailler en bonne entente. Ouais. Il y a des fois, je vois des films français, je dis mais j'en peux plus de voir des gens qui discutent. Ils sont dans le lit, ils discutent, ils descendent l'escalier, ils discutent, ils prennent le café, ils discutent, ils sont dans la voiture, ils discutent. Et il s'est rien passé. Ils ont juste discuté parce qu'il y a un auteur qui a écrit les dialogues, mais il n'a pas écrit ils en ont fait que discuter. Alors après, il y a le système contraire américain où là, on est plus dans l'action. Et il y a des films qui arrivent à faire vraiment des très bonnes constructions, un bon truc entre dialogue, action, etc. Mais je pense qu'on souffre beaucoup de ça en France. Il y a des pays qui sont entre les deux, qui ont une réputation entre eux. Je sais pas. Après, il y a les grands réalisateurs visuels qui arrivent à bien travailler avec les scénaristes. Mais après, en Europe ou dans le monde, non, je pourrais pas te dire. Si en Corée, en Asie, ils arrivent à bien travailler avec les scénaristes. Aux États-Unis aussi, en Angleterre aussi. Après, le système français c'est un système d'auteur et littéraire qui est vachement bien, mais qui des fois est un peu compliqué à suivre quand on est juste réalisateur et pas auteur. Voilà. Et tu as déjà travaillé avec les États-Unis ? Non, jamais. J'ai beaucoup été aux États-Unis pour tourner, mais jamais travaillé avec les États-Unis. T'aimerais bien ou c'est pas forcément... Non, c'est pas forcément... peut-être que j'aurais dû naître là-bas, ça aurait été plus simple, je sais pas. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des enfants et qu'on commence à avoir une vie ici, etc., bon, on dit... plus compliqué. C'est un peu compliqué. Après, non, je regrette un peu des fois dans les fictions sur lesquelles je travaille, où... surtout sur les petites fictions où on me dit oh là là, mais là tu vas trop loin, là c'est trop beau, là c'est trop... Alors que je dis oui, mais vous avez vu, j'ai fait ça parce que ça veut dire ça. Et les gens le comprennent, mais comme c'est quelque chose qui ne domine pas, ils le refusent. J'ai l'impression. Okay. Certains trucs. Dans les trucs d'humour, tout ce que j'ai pu faire pour Canal et tout, là j'avais entière liberté. Et à l'époque c'était vas-y, sois créatif, amuse-toi. Là maintenant, dès qu'on touche à un film dans une production française, il y a beaucoup d'intervenants. Tout le monde a son avis et tout le monde, et à la fin, quand il y a trop de cuisiniers dans la même cuisine, le plat est pas bon. Le plat a trop de saveur. Soit trop, soit pas assez, soit des choix. Mais après, c'est des choix de producteurs. Après, c'est des choix de producteurs qui en travaillent aussi. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça ?
C'est compliqué. Il y a déjà, depuis que déjà cette école-là, le CEA, existe, je trouve, il y a vraiment des scénaristes maintenant qui commencent à faire des, 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 des- des vrais, je sais pas, là, quand on voit cette école-là, elle a 2020, ouais, elle a quand même 20 ans maintenant. Tous les auteurs, c'est eux qui écrivent Lupin, qui écrivent plein de séries. Ça y est, ça commence à prendre. On commence à avoir des auteurs vraiment intéressants. Après, c'est le couple, ce que j'appelle le trio auteur, réalisateur, producteur, qui est dur à mettre en place et à bien travailler. Il y a des scénaristes et des producteurs avec qui j'adore travailler. Ça passe tout seul, c'est génial, etc. Il y en a d'autres, je comprends pas ce qui se passe. On n'a pas la même grammaire de ce qu'on veut dire dans le scénario. Dans les scénarios, par exemple, il y a toute une grammaire de qu'est-ce que c'est qu'un objectif, un enjeu, un adjuvant, un truc, un machin. Dès qu'on commence à parler de scénario, il y a des gens qui n'ont pas cette culture-là et des fois on se retrouve dans des situations totalement absurdes. Mais ça va arriver et ça commence déjà à arriver. Donc tout le dilemme, c'est de trouver son bon trio, un peu. Alors, c'est de trouver le bon producteur. J'ai vu que si j'ai écouté tes anciens podcasts où tu as interviewé des producteurs, des productrices, qui disaient on trouve l'auteur, on trouve le réalisateur, etc. Et après, les producteurs, il n'y a pas que le producteur qui cherche le réalisateur ou l'auteur. Il y a souvent, hein. Mais en tant que réalisateur, la rencontre avec un producteur, elle est voulue aussi. On sait qu'on veut aller avec lui ou pas un autre, etc. Puis après, il y a des rencontres qui sont un peu qui sont bizarres. Les premières fois où j'ai commencé à travailler avec des producteurs, je sortais que des mauvais films et je comprenais pas. Je dis mais pourquoi un producteur de producteur? Je devais être mauvais réalisateur et tout. Et puis un jour, j'ai rencontré un producteur et là, ça marche. Et on sort des trucs, et on sort des trucs, et on sort des trucs, et c'était génial. Et en général, des producteurs avec qui on travaille, je dirais pour moi, il y a 3 grands styles de producteurs. Il y a le producteur qui révèle les réalisateurs ou auteurs et qui fait travailler des réalisateurs et qui nous bloque sur certains trucs. Là, ça passe pas parce qu'il veut être à ta place, mais qu'il le fasse. Après, il y a des producteurs qui connaissent rien, qui connaissent rien, mais qui sont je dirais, des bons vendeurs. Parce qu'un producteur, c'est déjà quelqu'un qui sait manager une équipe et vendre un programme, trouver des sous, du CNC, etc. C'est un boulot monumental, qui est un très gros boulot. Alors, il y a des producteurs comme ça qui savent ce que j'appelle des bons vendeurs de voitures. Ça, c'est génial. Quand ils arrivent à te donner du budget pour travailler, avec qui on peut discuter. On peut décider est-ce qu'on va prendre Depardieu ou le Château de Versailles, où est-ce qu'on va mettre l'argent. Tout ce genre de choix-là, quand il est intelligemment fait avec un producteur qui comprend bien le truc, ça c'est vachement bien. Puis après, il y a les producteurs qui sont des bons vendeurs de voitures, mais qui n'y connaissent absolument rien en film. Et ça, des fois, c'est bien aussi, parce qu'on arrive à trouver notre place. On n'a pas d'échange forcément artistique, mais le producteur dit, je comprends pas, c'est super beau ce que tu fais, j'arrive à le vendre. Je continue, et toi, le couple se fait. Et ouais, donc les producteurs juste avant, où là ça matche bien, où on a un vrai échange, une vraie mise en place, ça c'est vraiment intéressant. Mais c'est compliqué de trouver des producteurs. Et j'ai travaillé, je sais pas, avec peut-être une 50aine de producteurs. Il y en a 4-5 avec qui, une fois qu'on commence à bosser ensemble, on bosse 20 ans ensemble. Et ok, ça marche. De longues relations. De longues relations. En tout cas, j'en ai pas rencontré tant que ça, mais de longues relations. On choisit pas un producteur, on rencontre des producteurs, et puis il y a des moments ça match, des fois ça matche pas. Il y en a un avec qui ça fait longtemps que je veux travailler, et qui lui aussi, on n'arrive pas à se mettre dedans. Avec des anecdotes un peu étranges, où on m'a proposé de réaliser des séries entières où c'était pas mon nom en tant que réalisateur, c'était le nom d'un acteur qui avait eu une idée, qui a fait écrire ça par un scénariste, et on m'a demandé de réaliser tout le truc, mais que c'était pas mon nom dessus, j'ai refusé. Il y a des fois des trucs, c'est un peu... on se retrouve des fois
dans des situations un peu particulières. Puis on se rend très vite compte des producteurs avec qui on bosse, de comment ils bossent, est-ce qu'on va s'entendre ou pas. Il y en a avec qui on s'entend super bien, mais après c'est le genre humain, c'est comme avec ses équipes, comme avec les gens qu'on rencontre, c'est normal. Est-ce que c'est un rêve de gosse, la réalisation? Est-ce que Arnaud Petit était fasciné, était admiratif? Arnaud Petit, ouais, j'étais dans mes études de dessin. Alors ça, j'ai une très belle anecdote par rapport à ça. Dans mes études de dessin, on allait au cinéma tous les midis. À l'époque, il y avait plein de cinémas dans Paris, des petites salles, et on allait voir. C'était un peu la génération Starfix, Starfix actuelle, les magazines de l'époque, où les journalistes d'Actuel, je les ai rencontrés à Canal après, et les journalistes de Starfix aussi, c'était assez drôle. Et nous, on allait voir tous les films américains, tous les petits films et tout. Et un jour, on va voir Vidéodrome, qui était un film de Cronenberg, un film totalement barré. Et on était 2 dans la salle. J'ai vu ce film-là, et à la fin, je me suis dit, waouh, si un mec arrive à faire ça, je veux en être. Je veux faire ça. Et allez, 20 ans plus tard, je me retrouve à Cannes avec Cronenberg, et c'était pour la sortie de Crash. Et là, je filmais encore avec ma petite paluche. C'était les petites caméras qu'on avait à l'époque, mais il y avait un gros magnétoscope et une petite paluche. J'avais pas de cadre. Je filmais au jugé. Je faisais mon diaph au jugé, mon cadre au jugé. Et Cronenberg me voit et je fais l'interview en lui mettant la caméra très près, en passant. Je mettais la caméra sur son épaule, je ressortais et tout. Et Cronenberg me voit et dit: mais tu fais quoi là? Je dis: ouais, je fais ça. Et puis on fait l'interview. Et à la fin, je dis: bon, voilà, je vais vous raconter une histoire. Je viens de faire ça devant vous parce que j'ai vu Vidéodrome. On était 2 dans la salle à Paris. Et ce film m'a bousculé la tête en disant: visuellement, si quelqu'un est capable de faire ça, je veux en être, et je suis là devant vous. Et là, il a commencé à m'emmener. Il y avait Rosanna Arquette, il y avait, comment il s'appelle, Ewan McGregor, il y a plein d'acteurs. Il raconte cette histoire-là. Et moi, j'étais comme un con, avec ma paluche, mon truc. On devait repartir pour notre reportage pour la nuit et tout. Et c'était une belle rencontre. Je l'ai revu depuis, et puis il se rappelait. Et c'était une belle histoire, en tout cas. Mais après, savoir faire un film, pour moi, c'était... le dessin, c'est une bonne base déjà. Et après savoir utiliser une caméra, c'est encore une bonne base. Faire du grand reportage, du reportage et tout, c'est encore autre chose. Mais c'est encore un plus. Après, arriver sur un plateau, la peur des comédiens, quand on a un comédien devant soi, c'est un peu un lapin dans les phares. Il est tétanisé parce qu'il y a une caméra sur lui, donc il est en attente. Et même les grands acteurs avec qui j'ai pu travailler sont toujours en attente du réalisateur en disant: ça va, est-ce que ça va? Oui, ça va, c'était vachement bien. Faut vraiment tout ce travail-là. Et vraiment, la réalisation, en tout cas de plateau, elle est de savoir dessiner un plan jusqu'à savoir le tourner, savoir l'éclairer, savoir comprendre une déco, savoir travailler avec un acteur. C'est vraiment un truc tellement large, tellement gros, qu'on ne s'improvise pas réalisateur du jour au lendemain. En tout cas, je trouve. Alors, il y en a plein qui s'improvisent réalisateur du jour au lendemain, hein. Mais alors, soit ils ont un gros coup de bol et ça marche et c'est des génies, soit quelqu'un qui fait un premier film, il a déjà beaucoup travaillé avant. Il a dû apprendre plein de choses. Et il n'y a pas d'école, à part la FEMIS, qui sont des écoles très françaises, des écoles encore d'auteurs, et encore quand je vois, comment elle s'appelle, la réalisatrice qui a fait Titane, là, elle m'impressionne beaucoup parce que visuellement, elle avait fait Carnet, ou je sais pas quoi, c'est peut-être Carnet, et Titane, là, qui a gagné Cannes. Visuellement, elle est impressionnante. Au niveau de l'histoire, elle est barrée, ça marche. Elle est très forte visuellement et au niveau du texte, en tout cas au niveau de l'histoire, même si les histoires sont un peu folles. Mais là, je suis très impressionné par cette réalisatrice que je trouve qui a ce côté, qui fait de la cinématographie, voilà. Qui quand on fait, il y a des réalisateurs qui vont mettre une caméra, ce que je disais tout à l'heure, faire parler des acteurs pour raconter leur histoire, donc on est dans du dialogue.
Il y a des gens qui vont créer de l'action avec les scénarios et tout. Et puis après, il y a les réalisateurs qui savent faire que ce mouvement de caméra-là veut dire quelque chose. Le fait qu'on fasse un plan fixe, ça veut dire quelque chose. Le fait qu'on se mette loin de la situation, ça veut dire quelque chose. Le fait qu'on fasse bouger une caméra, ça veut dire quelque chose. C'est de l'écriture d'image. Ça a commencé un peu avec Godard dans À bout de souffle, où là, lui, pareil, il avait pas de sous. Ils ont récupéré une vieille caméra allemande en noir et blanc. Ils ont fait À bout de souffle. Il a cassé les codes du montage, cassé les codes de l'écriture visuelle. J'ai vu qu'il était, il y a une scène, la scène connue sur les Champs-Élysées où il est dans une poussette. Ouais, Enfin, mais pas lui, c'est- mais Chef Hop est dans une poussette, il recule comme ça. C'est un travelling. Bah, fait maison. ils avaient pas de thunes et en même temps, ils avaient une liberté. Il y avait pas de, il y avait une liberté incroyable. On a encore cette liberté-là, hein. Il y a tellement de choses qui ont été faites depuis que c'est compliqué. Et ce côté cinématographique, je sais pas, il y a un film comme ça qui m'a étonné. C'est Yvan Attal, je crois. C'était Mon chien stupide, euh, où il y a des plans et des scènes cinématographiques incroyables. À un moment, il monte dans une voiture, la caméra est accrochée à la voiture, on ne sait pas comment il a fait. On est avec le personnage, ça monte. L'émotion vient de l'image autant qu'elle vient de l'histoire et autant qu'elle vient du texte. Et là, quand des réalisateurs arrivent à faire ça, balèze les mecs. Allez-y, moi j'adore ça. Mais en France, on est vraiment non, on va poser la caméra et on fait parler les gens. Un peu plus sur le C'est- texte. ouais. Ouais. Alors qu'on parle de cinéma et de cinématographie et de raconter des choses avec des images. Hitchcock, c'est très clair, c'est la peur, c'est la peur et le sentiment, comment dirais-je, et l'anti-documentaire, c'est-à-dire la volonté de tenir les gens, même avec une histoire petite, de les empoigner, vous voyez, de faire un récit qui soit assez oppressant, empoignant. Ça, je crois que ça vient vraiment d'Hitchcock. Bah, tu as commencé à décrire le métier, on va dire, le rôle d'un réalisateur. Est-ce que tu peux dire plus en détail? Et aussi le rapport au son, le rapport à. Oh là là C'est quoi son rôle de manière générale? Le réalisateur, Ouais. c'est de faire flipper personne. C'est que c'était... Je me rappelle comme ça, j'avais été un réalisateur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé, qui s'appelait Didier Le Pêcheur. Qui s'appelle Didier Le Pêcheur encore, qui fait beaucoup de séries maintenant. Des très belles séries d'ailleurs, très cinématographiques, elle. Et j'avais travaillé sur un documentaire avec lui sur Zazie, où c'est moi qui faisais l'image. Et je trouvais des idées tout le temps. J'avais mis des lumières dans des caddies, c'était dans un supermarché. Je déplaçais mes caddies, ça allait très vite. Et il me dit, mais je veux faire des clips avec toi, je veux y aller et tout. Il me dit, mais moi je veux être réalisateur, je veux pas être chef-op. Et il m'avait dit, alors il faut que je t'apprenne un truc si tu veux être réalisateur, c'est le concept du dieu réalisateur. Il disait quoi, le dieu réalisateur? Le réalisateur sait, même s'il sait pas, il sait. C'est-à-dire que on prend le sac rouge ou le sac bleu. Tu sais pas, tu dis sac bleu ou le sac rouge, mais tu dis pas je sais pas. Et à partir de là, arriver à tenir l'équipe pour que l'équipe ait confiance en toi. Si tu es sûr de ce que tu fais, même si des fois tu es un peu... parce que tu n'as pas encore toutes les données, et même si tu reviens après en disant, non, en fait, on va prendre le sac rouge et pas le sac bleu, parce que ça, mais t'expliques, ça rassure tout le monde et tu tiens ton plateau. Si sur un plateau ou avec un producteur, tu dis, je sais pas, on tourne... quand est-ce, je sais pas. Si tu dis je sais pas, le producteur commence à dire waouh. S'il sait pas, ça veut dire qu'il sait pas faire un film, ou il sait pas où il veut aller. S'il sait, on peut lui faire confiance. Et tout le truc, et j'ai fait des films ou des captations, des très 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 grosses captations comme ça, avec 200 personnes, avec Johnny Hallyday, avec des gros comme ça, où là tu dis bon, ça va être chaud, les 3 assistants réels. Il y a beaucoup de monde à la lumière, beaucoup de monde. Mais si tu tiens ton truc et que tu es sûr de ton coup, et si tu connais bien ta technique, donc tu es sûr de ton coup, donc tout se passe bien. Si tu arrives un peu candide sur un tournage en tant que réalisateur, tu peux très vite te faire bouffer par le producteur, les acteurs. Les acteurs peuvent aussi prendre le pouvoir sur la mise en scène parce qu'ils voient que tu sais pas ce que tu veux, alors que si tu leur dis vraiment ce que tu veux, et ça rassure tout le monde en fait. Et je dirais que le réalisateur, il doit faire que tout le monde se sente bien sur le tournage pour qu'à la fin, même s'il y a des gens, il y a des plans que j'ai pu faire dans des séries ou dans des films où les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais, mais tu vas où et tout, et quand ils voient le résultat, ils disent, on n'avait pas compris. Mais s'il m'avait dit au début mais c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, j'aurais pas eu mon plan. Mais comme il me faisait confiance,
on y a été. Et ça, c'est assez génial. Mais c'est plus un bon chef d'orchestre qui sait manager, peut-être, je sais pas, mais en tout cas qui doute pas. Qui doute pas et qui rassure tout le monde. Et en rassurant tout le monde, ça me rassure aussi, moi, de savoir que les gens me suivent et que j'ai besoin d'eux et que sans eux, j'en suis rien du tout. Parce qu'il y a tellement de monde sur un film que, voilà, non, c'est plus un facilitateur, quelqu'un qui va écouter les gens, mais qui va prendre les décisions. T'es un peu un dictateur, un réalisateur sur un tournage. J'ai l'impression que tu me décris le rôle d'un chef d'entreprise, mais du coup, c'est un peu ça. C'est très similaire. Il peut se faire bouffer par ses clients, comme par ses partenaires, comme par son équipe. Et oui, il doit toujours savoir, même si c'est le mauvais choix, même s'il n'est pas sûr, il doit y aller. Et ça, c'est un truc que je découvre là. C'est toujours savoir. C'est toujours ça. Que ce soit sur des petits trucs ou sur des gros trucs. Mais faut que les gens aient confiance. C'est tout. Pourquoi tu as créé ta boîte Big Eyes? Pourquoi j'ai créé ma boîte parce que les ordinateurs et les caméras arrivaient. Donc je me suis retrouvé avec un ordinateur et une caméra et je fais un film, puis je vais voir Canal+. Ouais, ok, mais on te l'achète combien? Ah, bah faut que je fasse un devis. Mais je peux pas faire de facture. Donc j'ai créé ma boîte parce qu'il fallait juste vendre les films parce qu'on avait le matériel pour. Donc comme moyen, pas comme finalité, moyen, quoi. C'était pas. Je me suis très vite rendu compte que j'étais un très mauvais producteur. Que je suis pas un vendeur de voitures, comme je disais tout à l'heure, que je sais pas aller chercher les subventions, mais que je suis meilleur sur un plateau et meilleur en création. Donc il y a un moment, puis plusieurs fois, en tout cas de 2000 à 2009, j'ai réussi à vendre des téléfilms à Canal où là, d'un seul coup, toi, tu as ta petite boîte, tu fais ton petit truc, et puis tu trouves un scénario, tu vas le vendre, ouais, super, donc on fait 50-50, donc l'écriture va coûter 50 000 euros, 40 000 euros, donc là, il faut sortir 20 000 euros de ta poche pour payer les auteurs, tout en n'étant pas sûr de faire le film. Je sors les 20 000 euros, et à la fin, ils disent non, on fait pas le film. Donc là, tu fais, c'est lourd, et quand tu as une petite boîte, tu fais des petits films, des petits films, tu peux facturer, ou tu peux faire des beaux films, mais pas vraiment te lancer dans le long métrage, et dès qu'on part sur un téléfilm ou un long métrage, etc., là, il y a les chaînes ou les prods, surtout les chaînes. On va te mettre avec une grosse prod qui, elle a l'argent, qui peut nous faire une garantie de bonne fin, etc. Et en général, tu te fais bouffer par la grosse prod et tu te fais retirer le projet. Et même si c'est toi qui l'as instigé au début, tout c'est un bordel. Après, c'est procès et tout, ça, je veux plus. Donc maintenant, je vais travailler avec des grosses prods. Et là, je fais des gros films avec éléphants, avec plein de prods. Mais ma société a plus été un moyen de pouvoir facturer. Tout simplement. Et de produire quelques trucs, ou de produire mes séries à moi, ou mes courts-métrages à moi, ou mes clips, ou les clips de potes que je fais, quelques captations, mais c'est plus un moyen, c'est pas un but en soi. Je suis plus réalisateur et pas producteur. Que ceux qui commencent ou qui ont fait un ou deux films sachent que 40 ans de cinéma, c'est fait de beaucoup d'échecs aussi. De gens qui nous ont vidés, d'argent qui n'est pas arrivé à temps, de projets qu'on a dû abandonner, et que ce qu'il faut garder, c'est l'énergie de se dire, il faut marcher. J'aimerais parler maintenant de ta façon de travailler et de ta façon de t'organiser dans ton travail. Déjà on est, je parle aux auditeurs, aux futurs auditeurs, on est chez toi, on est un peu dans un bout de campagne, mais en Île-de-France, et c'est assez marrant. Un petit jardin, il y a une maison exactement comme je les aime, très spacieuse et en même temps cosy, je pense, chaleureuse, spacieuse et chaleureuse. Merci. Et il y a du bois, il y a du carrelage, il y a du verre derrière moi. Une maison, mais là où on s'attend pas forcément à avoir des bouts de campagne. Est-ce que tu travailles ici? Je travaille depuis le confinement, je travaille beaucoup ici. Forcément, ouais. Et c'est une maison qui est plein sud, donc il y a du soleil tout le temps. Et moi qui fais des images, ça a été un peu le coup de cœur par rapport à la lumière. C'est une grande maison, donc oui, je travaille beaucoup ici. Heureusement, j'ai cette chance-là. Après, depuis le confinement, et c'est un peu... je travaille beaucoup même en montage ici, je monte aussi. Donc je travaille, oui, beaucoup ici, oui. Après, ma manière de m'organiser, suivant les projets qu'on a, c'est soit je vais voir un producteur, j'ai envie de faire ça, on arrive à le faire et ça passe. Soit c'est des commandes. Et après, c'est comment on va monter le truc, comment on travaille le truc, est-ce qu'on fait d'une intention, des recherches. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur le ring.
sur une émission musicale sur France O, comme ça, où j'ai fait beaucoup de recherches sur la boxe pour essayer de faire une émission musicale dans l'univers de la boxe, ce qui n'était pas donné au début. Mais c'est le producteur qui était parti d'une idée d'un concert qu'il avait vu d'Elvis Presley en 63, ou je sais plus, qui se passait sur un ring. Et après, on a pris le nom, et après, on a refait complètement autre chose. Et après, c'est mater plein de films sur la boxe, aller voir tous les univers qui ont pu être faits dans Fight Club, Raging Bull, etc. Après, trouver ce que moi, j'avais envie de raconter par rapport à ça, l'univers graphique de la boxe, l'univers visuel de la boxe, de la lumière de la boxe, etc. Et après, trouver une émission, créer un scénario à l'intérieur, avoir vraiment ce côté moitié fiction. Mais un gros travail de préparation. Un film, ça se travaille à la prépa. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on a une commande de concept ou d'émission ou de film ou de fiction, on peut passer 6 mois, 1 an à lire, écouter, regarder, mettre de côté, chercher, trouver des univers visuels, aller vers l'univers visuel où on voudrait aller, et puis après on mélangeait plusieurs qui fait que ça devient ton truc, et après ils mettent son truc à soi. Mais c'est un gros travail de digérer toutes les informations pour en ressortir un film. Après, la manière de travailler, elle est... il y a des fois, on m'a commandé des films du jour pour le lendemain. Il y a des films que j'ai pu faire sur 1 an, par exemple, comme Le Ring. Et maintenant, la grande spécialité, c'est on m'appelle une semaine avant, on dit « on sait que c'est toi qui as fait ça et tout. On voudrait faire un truc, c'est pour la semaine prochaine. » J'ai dit « Attendez, ça va pas le faire. » Les cas d'urgence. Les cas d'urgence, mais oui, vraiment, bien travailler la prépa, bien faire ses castings, bien faire son travail, tout simplement. Mais c'est long. C'est long. Et surtout, le côté visuel et scénario, pour les réalisateurs de télé, il y a plein de gens qui... je me rappelle quand j'étais rentré à France 2, comme ça, moi j'arrivais de la pub, et il y avait des cadreurs du journal de France 2, je dis, mais tu sais que si tu avais fait le zoom dans l'autre sens, si tu avais fait le pas dans l'autre sens, si tu avais éclairé différemment, ça aurait pas dit la même chose. Là tu dis ça en mettant le mec devant ça, etc. Personne ne comprenait, en fait. Donc j'étais un peu... les premières personnes qui ont compris, c'était Capa, avec C'est pas l'intérêt, c'est De Greff. Et donc là, c'était assez... Après Nagui, avec qui j'ai beaucoup bossé aussi, qui produisait, non, fallait pas l'inviter d'ailleurs, c'est assez drôle à l'époque. Et non, j'ai toujours été confronté à... on apprend aux gens à lire et à écrire, et maintenant les gens sont confrontés à 70% d'images et 30% d'écriture, et les gens ne font que regarder les images mais ne les comprennent pas toutes. Alors, nous, en tant que faiseurs d'images, on peut donner des sensations et donner des directions visuelles qui donnent une information où les gens ne se rendent même pas compte, mais ça les atteint quand même. Mais il n'y a aucun cours à l'école où on apprend à lire une image, à lire une pub, à lire que quand on met du rouge, du bleu ou du vert, ou qu'on met une lumière comme ça ne va pas dire la même chose. Ça, c'est un peu mon grand regret. Je trouve que la sémiologie d'image et la grammaire de l'image est quelque chose qui n'est pas assez enseigné. Pas assez enseigné, pas assez enseigné, pas assez comprise. Et pour en revenir à faire un film, maintenant faire un film, c'est avoir un auteur qui sait écrire un film, mais pas un auteur qui sait faire des images. Et en général, on demande aux gens moi, le nombre, oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais le nombre de fois on m'a demandé d'écrire un film, et au nombre de fois mes potes scénaristes on leur a demandé de le réaliser, et on était tous, mais pourquoi? Lui, il sait très bien faire ça, nous on sait très bien faire ça, on sait très bien bosser ensemble. C'est un peu le grand regret en France, où il n'y a pas assez de cette culture, cette culture du montage. On pourrait en parler pendant des heures. Pourquoi on utilise une caméra? Pourquoi cette caméra? Pourquoi un montage comme ça? Pourquoi... C'est tellement... Pourquoi cette lumière aussi? Les lumières aussi, mais même le montage. Le montage, quand sur C'est pas le 20h, c'est la pleine époque MTV où c'était un montage très rapide, où on ne travaillait que sur la sensation de l'image. Par exemple, les plans étaient tellement courts, moins d'1 seconde, dans tout MTV, par exemple, dans cette époque-là,
qu'il y a une sorte de grande mode où il fallait mettre des plans très courts, où on travaillait sur la sensation de l'image. Par exemple, on met un plan d'une seconde, il y a un feu, on a peur du feu, on n'a pas compris le feu quand on met un paysage, quand on met un animal, quand on met une paire de seins, quand on met... Et d'un seul, on courait après la sensation sans la comprendre. Donc, tu es toujours en train de te raccrocher au plan d'après parce que tu n'as pas compris celle d'avant. Et puis après, quand tu montes sur un plan, par exemple, un plan beaucoup plus long, où on rentre dans le truc, on comprend le plan, on comprend l'histoire, on comprend le truc. Et après, on peut jouer sur tout ça. C'est des écritures d'images différentes. Mais après, il y a des modes. Et tout ça est pas enseigné ou pas assez enseigné en réalisation. En réalisation, moi, je vais pas faire. Je me retrouve là avec avec les réseaux sociaux que moi j'ai pas connu quand j'étais jeune, mais il y a des fois, je me suis retrouvé dans des réunions avec Facebook qui me disaient il faut que les 5 premiers plans fassent moins d'une seconde, il faut que le truc soit... Je dis mais attendez, je comprends pas. Et puis on a fait des films sur les bateaux là. Je dis non, moi j'ai envie de faire un truc comme ça. Ouais, mais alors là on n'est pas du tout dans ce que ça demandait Facebook. Ok, on essaye. Et là on fait 1 million de vues parce que l'histoire, le truc, etc. Ils font ah merde, ça marche. Ouais, mais Ils sont trop bornés avec leurs règles. En tout cas, les réseaux sociaux comme la pub, moi j'ai fait de la pub où le marketing arrivait, où on a essayé de formaliser la publicité. La publicité dans les années 70-80, c'était l'Eldorado. On ne savait pas ce qu'il fallait faire, donc tout le monde faisait n'importe quoi. Donc on pouvait se planter à 300% ou gagner à 300%. Maintenant, on sait qu'on peut tout le temps gagner à 20%. Donc on va tout adapter pour tout le temps gagner à 20%. Donc il n'y a plus de... Si, Stromae, là, par exemple, qui fait son truc au journal de... Ouais. Là, lui, il va à 300% parce qu'il n'a pas de... On n'est pas dans un produit, on est dans un produit particulier, etc. Mais il tente un truc. Maintenant, que ça soit en pub et en film, on tente plus. Non, il faut assurer. Il faut assurer le truc et on n'est pas... on a un peu formaté tous les formats. Comme on a pu formater la pub dans les années 80, quand on commence à formater la télé, elle est déjà très formatée, mais c'est compliqué d'arriver avec une émission comme Trax maintenant à la télé. On nous dit, bah non, ça va pas, c'est n'importe quoi. Et même à l'époque, avec d'autres programmes que j'ai pu faire. Non, c'est... ouais, on formate de plus en plus. Et tu penses pas qu'on est dans une boucle justement où pourrait arriver une autre nouvelle vague Sûrement. parce que c'est trop serré là maintenant et donc les jeunes vont le faire et ils le font déjà et moi j'adore voir des nouveaux trucs. Alors après on est sur des nouvelles formes de communication. C'est plus de la télé, c'est du réseau social, c'est TikTok, c'est autre chose. C'est encore des d'autres petites trucs, vidéos mais ou ce des qui est lives. vachement bien. Ce qui est vachement bien, c'est que ça. Je me rappelle, c'était quand Vine est sorti comme ça, où il y a une sorte de petit moment de liberté où là tout le monde s'essayait à plein de trucs parce qu'il n'y avait pas d'indigence économique aussi derrière. Là, il faut savoir que quand on fait un film pour la télé, une captation, une émission, ça coûte de l'argent et ça doit rapporter de l'argent, donc ça doit marcher. Et si on sait que si on fait pas ça, alors que ça pourrait être super bien, mais si on fait que ça, on est sûr qu'on a au moins nos 20%, nos fameux 20%. Voilà. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec YouTube. Au début, c'était une grande liberté et ça s'est transformé en un modèle qui ressemble à peu près à la télé, avec moins de cases parce qu'il y a des vidéos qui peuvent durer 1 heure comme 10 minutes, mais il y a forcément très souvent des boîtes de production qui demandent une certaine régularité, une certaine direction artistique, et donc forcément ça se transforme un petit peu comme la télé. Mais et ensuite il y a toujours des nouveaux médias comme du coup TikTok et enfin même tu disais Vine, il y avait aussi Snap pendant un moment. Et TikTok, peut-être que là il va y avoir un nouveau, mais il y a toujours des nouvelles façons de raconter les histoires qui permettent une certaine liberté. Alors après, c'est très rapide, quoi. C'est effacé très rapidement. Après, il y a des Netflix ou autres qui révolutionnent le truc avec leurs documentaires longs, leurs séries documentaires très bien écrites, très bien visuellement super intéressantes. Là, il y a un vrai travail que je trouve assez impressionnant et on commence à s'inspirer en France, mais on en est encore loin. Et après, oui, c'est... Non, il se passe des trucs. Hein. Il se passe des trucs, il s'en passera tout le temps. Et ça va continuer, ça va pas s'arrêter parce qu'on va arriver sur le virtuel, on va arriver sur d'autres choses. Mais
Mais pour le moment, ouais, ça se formate un petit peu. Ouais, c'est un peu compliqué. Et tu te sens un peu. Est-ce que tu te sens un peu incompris? Ou en tout cas, pas assez. Du coup, pas assez libre, forcément. Je dirais pas que je suis incompris. Je trouve que il y a des fois des discours sur le visuel que je peux avoir ou expliquer euh, qui sont entendus quand le film est fini, mais qui sont pas compris quand je leur explique. Alors c'est soit moi j'ai mal leur expliquer, soit et ça fait pas partie des priorités. Alors que on fait de l'image qui bouge, on fait des films, on fait du cinéma. Et que la base du cinéma, c'est les images qui bougent, avec du son et des dialogues, avec des acteurs, etc. Mais c'est d'abord des images. Donc, le truc, il est un peu incompris, je suis pas sûr, non. C'est plus dans l'inconfort, du coup, C'est pendant l'inconfort. Il y a sur le Ring, par exemple, le producteur avec qui j'avais bossé dessus, il y avait tout un schéma scénaristique avec ce qu'on appelle une visite à la mort au milieu du on mettait le chanteur avant d'aller chanter, on le laissait tout seul devant un miroir. On dit qu'est-ce que tu ferais avant d'aller chanter là, débrouille-toi. Et d'un seul coup le mec se retrouve devant lui et on a eu des réactions assez incroyables et on montait ça en montage parallèle avec la présentatrice qui était sur le ring. Elle, ouais, alors maintenant on va voir, et puis son flip à lui et tout. Et le producteur n'a toujours pas compris que j'ai voulu faire cette scène-là parce que c'est un nœud scénaristique important dans une histoire. Elle est dans la Guerre des Étoiles, elle est partout. Le truc de doute face à soi-même et tout. Et qui a toujours pas compris. Alors, il y a plein de gens qui ont vu, qui ont compris, mais le producteur, lui, il était totalement... il me laissait faire en même temps, mais il a pas compris. Et je sais pas, parce que c'était quelqu'un qui... c'était un très bon vendeur de voitures, mais qui comprenait absolument rien. Mais bon. Est-ce que tu as une petite anecdote à raconter? Oh, une anecdote, j'en ai De plein, mais Une anecdote qui t'a marqué? une anecdote qui m'a marqué, j'en ai tellement. On en prend une récente, sinon, Une récente. qui imagine bien ce que tu vis en ce moment. Allez, on va te contraindre un peu. Il y a un truc que je dis tout le temps, c'est quand moi je produis mes trucs avec ma boîte, etc. Ce que je veux, c'est que les gens qui viennent sur le tournage, on ressorte de là et qu'on soit heureux d'avoir fait un truc. On vit peu de temps sur Terre, il faut qu'on s'amuse. Donc il faut qu'on se... En tout cas, c'est une belle fabrique à souvenirs, tous les tournages. Et les gens avec qui j'ai pu travailler ou les tournages sur lesquels je suis, je veux que ça se passe bien, que les gens soient heureux de l'avoir fait et qu'on s'éclate. Et qu'on ait un bon souvenir. À partir de là, quand on a des bons souvenirs, on a une belle vie. Contrairement à différents réalisateurs que j'ai pu voir tourner et qui insultaient tout le monde, qui étaient odieux, qui se prenaient pour n'importe quoi. C'était juste et qui n'arrivent pas à avoir de relation avec leurs équipes techniques parce qu'ils sont tout le temps en train de les insulter. Ça c'est un truc que je supporte pas et je pense que au-delà de faire des films, on est là pour vivre ensemble. Et quand on fait un film, il faut qu'à la fin, on puisse regarder le film en disant « Waouh, le film est super. On a vécu un beau moment, on s'est fait un beau souvenir. Et si on continue de se faire des beaux souvenirs, ben, on se fait une belle vie. Ouais. À partir de là, j'ai vécu des trucs un peu, que ça soit dans le grand reportage, que ça soit dans des émissions de télé, des captations, des fictions, plein d'anecdotes. Mais le truc, ouais, c'est on est là pour se faire des beaux souvenirs. Ok, et t'estimes avoir une belle vie, un beau parcours? Ah, j'ai pas fini. Ouais, avoir une belle vie, et pas avoir eu une belle vie. J'ai pas fini, je suis encore en plein dedans. Ouais, je me suis bien amusé, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai pas eu peur de changer de métier. Que ça soit de la pub au dessin, à la caméra, tout ça. Et même à un moment, quand j'ai arrêté la pub, j'ai fait plein de courts-métrages en tant que chef déco, en tant qu'accessoiriste, pour essayer de comprendre comment ça marchait. Avant de me dire, je vais être réalisateur, j'étais jeune à l'époque, je sais pas, j'avais 24, 25 ans. Et j'ai essayé de
tourné un peu dans tous les milieux du cinéma pour essayer de comprendre les choses. Après, quand j'ai fait ma première fiction, au lieu de faire un court-métrage, j'ai fait 80 minutes. Donc c'était un peu un Himalaya, un peu mon Apocalypse Now à moi. C'est un peu compliqué à produire, à faire, et je suis très fier du résultat. Sauf que là, j'ai rencontré des comédiens, et d'un seul coup, ça a été la grosse claque de ma vie en disant « Waouh, c'est incroyable de pouvoir travailler avec des comédiens et de pouvoir les amener quelque part. » Alors, je le faisais pas assez sur cette série-là. Et là, tous les comédiens disent « Allez, viens, on va t'emmener sur les répétitions de théâtre, sur d'autres plateaux, etc. » Après, des belles surprises sur un tournage. Je me rappelle plus du nom du réalisateur qui m'avait un peu chamboulé. C'était sur Marrakech Express avec Kate Winslet et Saïd Taghmaoui. C'était au Maroc. Et le mec avait une manière de travailler que j'avais adoré, que j'utilise beaucoup maintenant. Il répétait tout le film avec les comédiens, genre 3 mois plus tôt, dans un hangar, dans un lieu, etc. Il répétait tout le film. Mais il répétait. Et sur le moment du tournage, il plaçait ses caméras. Je me rappelle, c'était une séquence de nuit à Marrakech, je crois, dans un immense marché de nuit. Et là, il y avait Saïd Taghmaoui et Kate Winslet qui devaient discuter. Et il y avait 2 ou 3 caméras. Et quand même, en fiction, c'était pas mal, en pellicule en plus à l'époque. Et le mec a dit action, et il a pas dit couper. Puis il leur parlait. Non. Bon, alors là, on va faire comme on a fait aux répétitions. Où il commençait, je me rappelle, il commence en disant non, en fait, on va faire le contraire de répétition parce que par rapport à ce qu'on a fait hier, etc., on va essayer de faire évoluer. Première prise. Et puis, il coupe pas. Et puis, ah non, en fait, on va revenir là. Et tout. Ah, mais c'était bien quand tu as fait ça. Et tout. Il recommence. Et puis, il coupe pas. Et je me dis, il va couper quand? Il fait quoi, là? Et le lendemain matin, donc on était à l'hôtel à Marrakech. Et je vais voir le réalisateur. Et je dis, bon, voilà, j'étais là pour Canal+. J'ai vu comment vous travaillez, mais pourquoi vous faites ça? La pellicule, ça coûte cher et tout. Il dit, ouais, mais c'est soit je fais 40 prises en disant couper à chaque coup et je mets l'acteur en échec, soit je laisse tourner et je vais faire 4 prises, parce qu'au bout de 3 prises, ils ont oublié la caméra, et qu'ils sont dans autre chose, et qu'on ne les a pas mis en échec de on va arrêter la prise, on reprend. Plus de spontanéité, plus de c'est moins cadré, etc. Ouais. Et surtout, gros travail de répétition. Et d'un seul coup, ça avait été une révélation. On dit, ah ouais, d'accord, donc l'acteur, il faut vraiment pas le bichonner, mais l'emmener là où on veut. Et il y a 1 milliard de possibilités. En tout cas, celle-là m'avait bien plu. Et après, quand j'avais fait ma première série, avant que les séries sur Internet arrivent, c'était vraiment, on avait travaillé pendant une semaine à tout répéter, scène après scène, et on arrivait sur le tournage. Tout le monde savait exactement ce qu'il fallait faire. Donc on n'avait pas à passer 1 heure à répéter la scène avant de la tourner. Et on gagnait un temps fou. Et on pouvait aller vite. Et on se posait plus la question sur l'acting, sur le fait de jouer, même si on changeait des choses. Mais et d'un seul coup, ça devenait fluide, ça devenait rapide, ça devenait... et venant du reportage et la caméra du GRI en grand reportage, j'aime bien être très spontané, et que ça aille, et que ça roule. Et quand ça roule comme ça avec des acteurs, ça c'est magique. Ça c'est vraiment magique. Ça c'est, ça répond pas vraiment à ta question. J'ai un peu dévié, mais voilà, c'est ce genre de truc. C'est pas désagréable. Hein. C'est des petits conseils comme ça. Non, c'était. Ouais, il m'avait assez impressionné la manière dont il travaillait. Et ça, c'est pas en étant simplement auteur et en faisant son film qu'on peut savoir ça, par exemple en technique cinématographique ou en technique de plateau, parce qu'un plateau c'est lourd et tout le monde est à sa place. Il faut attendre le moins possible tout le monde, mais il faut que tout le monde s'attende quand même. C'est dur à gérer un plateau. Donc ça a changé ta manière de voir les choses. Ça a changé ma manière de voir le truc, et après je l'ai adapté, je l'ai retransformé, je l'ai mis à ma sauce. Je travaille un peu autrement aussi, mais puis il y en a eu plein des comme ça. Mais puis j'ai eu la chance à ce moment-là à Canal+, dans les années 95-2000, de travailler pour le journal du cinéma et d'aller sur des plateaux, de rencontrer Godard, de rencontrer plein de gens comme ça, ou de voir travailler des réalisateurs en plateau. Et là, je voyais tout de suite ceux qui avaient peur des comédiens qui se cachaient derrière leur moniteur, ceux qui y allaient carrément, ceux qui regardaient même pas le moniteur. Et pourquoi ils regardaient pas le moniteur? Pourquoi
pourquoi il travaillait comme ça. Des tournages avec Depardieu, avec les post-it sur le front de la personne à qui il parlait, des anecdotes un peu drôles, mais en même temps surtout de voir des réalisateurs, des manières de travailler, que ça soit Rochon sur le bureau des légendes, que ça soit... et après, la confrontation, c'était au début où je commençais à faire un peu de fiction, où je faisais tous les trucs de bande-annonce des séries, là, où je me retrouvais confronté à des séries, forcément. Je me retrouvais confronté à mettre en scène des Mathieu Kassovitz, des Daroussin, des gros acteurs. Je me rappelle de Casso comme ça qui... j'avais fait les 3 très grosses bandes annonces. Et la première année, il me regardait un peu bizarrement, il me parlait à peine. Et puis la deuxième année, il m'a dit, bon, j'ai vu ce que tu as fait l'année dernière, vas-y, hein, rentre-moi dedans, dis-moi vraiment ce que tu veux et tout. C'était super et tout. Et donc là, ok, super. Bon, respect de Casso, c'était pas mal. Et il m'apprenait beaucoup, ouais. Il m'apprenait beaucoup. Ils m'ont beaucoup appris dans toutes ces rencontres-là. Après, j'ai fait pas mal d'émissions pour Canal+, où on mélangeait fiction, des émissions de cinéma, où on mélangeait fiction et reportage. On emmenait Laurent Veil, qui est le présentateur du cinéma sur des tournages, mais en construisant avec mon ancienne compagne et ses potes de cette fameuse école du CEVA, où on disait, tiens, alors l'histoire que tu peux raconter, c'est qu'ils boivent pas de café pendant le tournage de nuit, et puis on mélangeait donc Thierry Lhermitte, Tim Seat, etc. au milieu de tout ça, ce qui moi était un truc incroyable de travail, de savoir travailler avec les acteurs, en tout cas de rencontrer des acteurs et de manipuler. Je crois que le plus dur dans une fiction, c'est une fois qu'on domine le côté technique, une fois que, là par exemple, toi ton podcast, tu domines ton son, etc., tout va bien, tu penses plus à ça, tu peux penser à ce que tu fais. C'est ce que disait Antoine de Maximi, il faut très bien maîtriser la technique pour justement se concentrer uniquement sur j'ai une jolie anecdote là-dessus, c'était à Capa comme ça, et un jour j'arrive de tournage, je vois un monteur, je dis bon, je viens de faire un tournage et il s'est passé un truc, je comprends pas, c'était pas comme d'habitude et tout, et c'était au début où je commençais vraiment à tourner. Et il regarde mes rushs, il dit mais attends, c'est parfait, c'est super, c'est vachement bien, t'as la séquence, le truc. Et il me dit mais t'as pensé à faire ton cadre? Comment ça? Je cadrais, mais t'as pensé à faire ton diaph? T'as pensé à faire ta balance des blancs? Je dis bah non, j'ai pas pensé. Bon bah c'est bon, alors là c'est parfait, tu domines le truc, et à partir de ce moment-là, on ne pense plus qu'à une chose, c'est à ce qui se passe dans l'image et plus la totalité. Et dès que des nouvelles caméras arrivent, etc., je peux passer des heures à me bander les yeux, à essayer d'appuyer sur tous les boutons. Il faut qu'à la fin, j'ai le bon diaph, le bon truc, sans voir l'image. Pour essayer de bien comprendre comment on va manipuler l'outil. Et une fois qu'on a dominé ça, après c'est du beurre. Et au milieu de tout ça, l'acteur est la seule grenade qui peut se dégoupiller, exploser très vite, parce que ça peut déraper très vite. Ça peut pas déraper, mais c'est pas une machine. Et en même temps, c'est ça qui est magique. En tout cas, tous les trucs que je peux faire avec là sur Demain nous appartient, ou avec Brasseur qui me dit bon ça va, ouais, c'est super ce que tu m'as dit, bon c'est super, et avoir une vraie relation avec l'acteur qui sont top. En tout cas, si on a une bonne histoire, bons acteurs et qu'on domine bien la technique, là c'est facile. Après, il n'y a plus qu'à savoir le message qu'on veut donner, parce qu'on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Donner un bon produit aussi, parce que on nous paye pour ça. Et même si c'est entre guillemets artistique, c'est ultra technique, ouais. C'est très 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 technique. Ok. Et est-ce que là tu parles des bons souvenirs, etc., des bons moments, des bonnes anecdotes, mais est-ce que tu as eu des coups durs? Ah, j'ai eu des gros coups durs. Je faisais une émission qui s'appelait Live Atom sur Internet. Et on a fait c'était une maison qui parle. Et il y avait des chanteurs qui rentraient dans la maison. Et la maison leur parlait avec des écrans roses. Et ils avaient plusieurs sets pour aller chanter, etc. Ça racontait un truc, tout ça, assez drôle. Et l'émission a eu un bon buzz, ça a bien marché. Et là, il y a un producteur un peu fou, qui n'est pas un producteur, qui était un mec un peu riche, et qui décide, en voyant l'émission, il y a Johnny Hallyday qui dit ouais, j'ai vu ce truc-là, je veux le faire, mais on le fait plus dans la maison, on le fait à la Tour Eiffel. Je dis waouh, premier étage à la Tour Eiffel, moment incroyable, très 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 grosse équipe, très gros concert.
Là, moment magique, super. Et juste derrière, il y a Justin Bieber qui voit la même émission et qui dit, moi, je veux faire la Tour Eiffel aussi. Et là, la Tour Eiffel est en travaux, et je dis, bah ouais, mais ça serait bien de trouver un lieu, etc. Et là, le producteur voulait absolument, et je voulais pas, tourner sur le toit de la Tour Montparnasse. Et je dis, mais si tu veux tourner le toit de la Tour Montparnasse, ce serait bien qu'on ait des drones, qu'on voit Paris, donc il faudrait tourner le jour. Ah non, non, on va tourner le soir. Et la Tour Montparnasse était en travaux. Il y avait des travaux sur les 2 derniers étages. Et en fait, on avait très peu d'ampérage électrique. Donc, on pouvait pas mettre beaucoup de lumière. Et bah ouais, alors, mais bon, si c'est un truc un peu intimiste et tout. Et Justin Bieber arrive avec 30 danseurs et tout. Ah merde. Et là, je crois que c'était le pire tournage de ma vie. On était dans le noir. C'est comme si on avait tourné dans un hangar. Et tous les choix du producteur avaient été ratés. Et moi, j'avais refusé ces trucs-là. Et à la fin, moi, je dis, bon, ok, on peut y aller. On y va, tu veux qu'on y aille, mais je le sens pas. On va pas voir ça, on va pas voir ça. Donc, j'y allais un peu avec de l'appréhension et une mauvaise prépa parce qu'on n'était pas dans le bon lieu. Et je crois que c'était le pire moment de ma vie. Ouais. C'était pas bien du tout. Donc maintenant, je fais très très attention. Je suis beaucoup plus directif, en tout cas sur ce que je veux et ce que je veux pas. Et c'était des en plus sur Justin Bieber, c'était absurde parce qu'il y avait, on pouvait pas monter de public, donc il y avait que les caméras. On était dans le noir. Les caméras étaient pas assez, pas comme les caméras de maintenant où on ouvre un peu le diaph et on voit tout, on voit les nuages, on voit Paris derrière. Là. Les caméras ouvraient pas beaucoup en diaph. Donc on voyait pas Paris, donc on était dans le noir, pas de public. Et là, il y a l'équipe de Justin Bieber qui dit ouais, on veut faire le son. Et ils récupèrent le son. Et pendant tout le concert, ils mettent des cris de gamine derrière. Et on était dans un truc absurde, Oh la vache. noir, sans beaucoup de lumière. Et je crois que ouais, ça c'est le pire. Ça c'est le D'accord. pire, mais le pire parce qu'il y a un moment, je me suis laissé faire par le producteur, mais que le producteur n'était pas un producteur qui comprenait les indigences techniques, etc., et qui voulait se la flamber devant Justin Bieber pour dire on a été sur les toits de Paris, etc. Donc voilà. Bon, après des pires, non, il y en a eu d'autres, mais non, il y en a eu d'autres, mais après c'est des petites anecdotes de tournage, soit reportage, soit autre. Non, après les beaux trucs là, mais c'est par exemple, je fais plus du tout de reportage, sauf pour les fameux bateaux de course là. Et quand Armel Lecléache a gagné le Vendée Globe, on monte sur le bateau, il passe la ligne, on monte sur le bateau, il fait une première interview, il s'écroule, il pleure et tout. Je dois faire une interview avec lui et juste derrière, c'était l'interview de l'organisation. Et je commençais à lui poser 2 questions, à essayer de voir et tout. Il pleurait, je pleurais. Il avait gagné, on avait gagné. Et là, c'était des moments incroyables de partage de vie avec ces marins-là. Ça, c'est des grands moments. Après, ouais, voilà. Que te dire de plus? Je continue. Je continue à faire des films. Je m'amuse. Et tant que je m'amuserai, je continuerai. Mais Ton futur, tu le vois comment? à mon futur, je le vois, je voudrais bien faire un peu plus de fiction, mais comme je fais de la fiction, du reportage, de la captation, que je mélange un peu tout, que je mets du scénario un peu partout, il y a des fois, je suis un peu peur au prod, parce qu'il peut pas tout faire bien. Ils ont peut-être raison, je sais pas. En tout cas, mon futur, c'est de continuer à raconter des histoires, que ce soit sur des petits formats, des grands formats, sur de la série, je voudrais bien faire plus de séries. Et puis, ouais, m'amuser, continuer de me faire des beaux souvenirs. C'est important. C'est important. C'est important. C'est indispensable. Et ben, maintenant, on arrive aux questions signature. Alors, c'est quoi les questions signatures? Petite question signature. J'ai tenté un truc. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune réalisateur qui peut-être nous écoute aujourd'hui? Alors, vous avez une chance incroyable, c'est que vous avez des outils de malade maintenant. Moi, quand j'ai commencé, on allait piquer des caméras vidéo à la fac de Saint-Denis la nuit, on faisait nos courts-métrages là-dedans parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, pas de caméra, rien. Je sais pas, j'ai eu mon premier ordinateur, première caméra, j'avais 30 ans. Oui. C'était pas, il y avait, voilà, bon, un petit peu moins, je dirais. Mais non, c'était, vous avez des outils incroyables. C'est Orelsan qui disait ça il y a pas longtemps. Si tu veux faire un truc, fais-le. Maintenant, tu peux le faire. Ouais. Si tu veux commencer à filmer, fais ton commence à filmer. court-métrage, fais ton Ouais. truc. Mais surtout,
c'est pas inné faire des films, c'est pas lisez des bouquins, allez voir des livres, regardez des making-of, regardez des documentaires, culturez-vous. Je sais pas, je fais pas mal d'interventions, des interventions dans des écoles, etc., sur comment on fait une émission de télé, comment on fait un film, comment on fait tout ça. Et des fois, ça manque un peu de référence. Je trouve que on est vachement dans le monde de l'immédiateté de YouTube et autres. Et il y a tellement de films à avoir. Je sais pas, j'ai mon fils qui travaille dans l'image aussi, et depuis l'âge de ses 15 ans, il a le droit à son film culte toutes les semaines, et il les enfile, et maintenant il a une culture cinématographique incroyable. L'importance de se cultiver. Ouais. L'importance de Jamais se assez. cultiver, de regarder, de lire et de comprendre comment ça marche. Donc, il faut faire pour ça. Donc, faites des films avec vos potes, faites des trucs, mais faites-les. Attendez pas qu'on vous attende pour les faire. Regardez toutes les techniques qu'ont pu utiliser les réalisateurs. Je sais pas, quand je faisais mes études de dessin, on allait voir une expo, on rentrait, on essayait de refaire, on prenait un tableau et on essayait de refaire la même chose que ce qu'on avait vu pour essayer de comprendre comment il avait fait. Et je l'ai fait. Par exemple, ça c'est une anecdote assez drôle. Quand j'étais gamin, comme ça, je sais pas, j'avais 8-10 ans, 11 ans, j'avais des G.I. Joe. Et je regardais les films. Là, c'est sur un podcast un peu compliqué, mais je mettais en général, un film, c'est deux personnages qui se parlent. Donc je mettais mes deux G.I. Joe et je mettais ma main large devant quand il y avait un plan large, et puis après je faisais le gros plan d'un côté, le gros plan de l'autre avec ma main, et je voyais Tu mimais les prises de... je mimais les prises, où était la caméra pendant la scène. Et puis un jour il y a ma main qui est montée de bas en haut. C'est la première fois qu'un Steadicam était utilisé, donc j'ai découvert le Steadicam avec ma main. J'ai appelé mes potes, il se passe un truc. Et en fait, essayer de se trouver des outils pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre comment ça marche. Parce que moi, je savais pas ce que c'était qu'un plateau. Je mettais mes G.I. Joe et je faisais ma main ouverte pour faire un plan large. Je fermais ma main pour un gros plan. Je mettais ma main là où était la caméra. Et je comprenais le truc. Et puis après, il faut être réactif. Pendant les confinements, je me suis dit, waouh, je suis tout seul. Je sais tourner, je sais monter, je sais réaliser. Et j'ai commencé à faire des tutos pour dire aux gens comment se filmer avec des iPhones, et j'ai fait des concerts, j'ai fait un gros concert dans le monde entier que j'ai tout monté ici pendant le confinement, parce que je faisais filmer les gens. Faut être réactif, faut être malin et réactif, ouais. Et écouter les gens et être sûr de soi et apprendre la technique, que ça soit dans le scénario, que ça soit sur un plateau. Surtout dans le scénario, il y a je suis souvent confronté à des gens qui veulent écrire mais qui savent pas ce que c'est qu'un élément déclencheur, un personnage, un objectif, un enjeu, une révélation, etc. Et là, c'est un peu compliqué. Tes tutos, on peut les voir Mes tutos, non, je les ai cachés, je les ai vendus toutes les chaînes. Non, on peut pas. Ils sont pas en accès libre. Non, ils sont pas. En fait, je l'ai envoyé pendant le confinement, je l'ai envoyé aux chaînes et aux prods que je connaissais. Donc les prods, il y a une prod qui dit ouais, super, on peut faire des concerts, oui, on peut faire ça, oui. Puis les chaînes, on peut te l'acheter, oui. Voilà. Et le donner à leurs journalistes pour savoir comment juste utiliser un iPhone pour se filmer avec un iPhone, pour qu'il y ait du son et que. Mais bon, c'était juste pour l'anecdote parce que moi j'avais plus rien à faire à ce moment-là, et en fait ça a déclenché plein de trucs derrière aussi. Mais il faut toujours être réactif, et puis faire des films, c'est long. C'est long pour monter un film, c'est long. Et on passe des années à monter un film, et puis un jour on vous appelle pour en faire un autre, et il faut le monter en un mois, et c'est celui-là qui va sortir et pas l'autre. Bon, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. On est dans une... Il faut séduire les chaînes, les prods, les téléspectateurs. Il faut séduire tout le monde pour pouvoir faire des films. Et ça c'est compliqué. Ouais. C'est long. C'est juste long. Après, le conseil, amusez-vous, soyez réactifs, apprenez la technique. Apprenez ce que c'est qu'un cadre, qu'une lumière, qu'un diaph, qu'un plateau, qu'un placement, qu'un découpage. Parce qu'on fait un storyboard, si on ne sait pas ce que c'est qu'un découpage, on ne peut pas faire un storyboard. Y a plein de gens qui, je sais pas, j'ai vu des gens, ouais, on va faire un storyboard. Non, ok. Comment tu vas placer tes comédiens? Où est-ce que tu vas tourner? Dans
quel endroit tu vas tourner, la lumière elle est où, le soleil il est où quand tu vas tourner, à quelle heure tu vas tourner, est-ce qu'il te faut des figurants, est-ce qu'il faut des figurants, il y a tellement de choses à penser quand on fait une fiction ou un film que faut apprendre la technique. Tu parlais t'as parlé du rapport entre auteur-producteur, tu as aussi parlé un petit peu de ta famille, tes enfants. C'est qui pour toi ta famille? Ma famille, j'en parlais tout à l'heure, c'est des gens que j'ai pu rencontrer, des stagiaires que j'ai pu avoir, que j'ai pu former. Si demain on me demande de faire une grosse fiction, une grosse captation dans une semaine à Bercy, j'ai assez de famille pour dire ok, on le fait. Et donc il y aura les 100 personnes dans une semaine ou dans un mois si je dois faire ce film-là. Avoir sa famille, c'est réalisateur, même si on parle du réalisateur qui est dans son monde, qui fait son truc, etc., c'est un travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe, et sans son équipe, on n'est rien du tout. Donc si on n'a pas de famille, une famille professionnelle, une famille professionnelle importante. Moi, j'ai une grosse famille professionnelle de gens avec qui je travaille depuis longtemps. Et même une famille de producteurs et autres. Je sais, des producteurs, on en rencontre peu dans sa vie, mais on travaille longtemps avec eux. Et je pense que même les équipes techniques, une fois qu'on a trouvé des gens qui sont bien, on continue. Et puis après, on en met d'autres. Ma famille, oui, j'ai travaillé à différentes écoles comme ça où j'ai pu prendre des stagiaires, mais sur des temps très courts, où j'ai pu les amener sur des gros films, sur des grosses captas, sur des grosses émissions, etc., où j'ai pu repérer plein de gens avec qui j'ai avancé, avec qui que j'ai fait travailler, à qui je leur ai appris, et qui sont vraiment ma famille maintenant. Hein. Et que ce soit les assistants réals, les producteurs, les régisseurs, les acteurs, ma vraie famille, il faut se la construire. Et en général, quand ça se passe bien et que le souvenir est bon, les gens reviennent. Les gens reviennent et c'est là où on continue de se faire des souvenirs. Mais j'en reviens toujours là-dessus, parce que pour moi, c'est important. L'entourage. Qu'on mange bien sur un plateau. Ça, c'est indispensable. Qu'on mange bien, qu'on soit respecté, qu'on soit entendu, qu'on soit... Et j'ai eu des producteurs comme ça, où c'est moi qui montais les équipes, et le producteur, je dis, ouais, viens voir les équipes. Ah non, je veux pas avoir un rapport avec eux, je veux pouvoir les virer quand je veux. Je dis, quoi ? Oula. Donc quand on en est là, j'ai eu des producteurs comme ça. Là, c'est... ok, bon, qui me parlaient des gens comme étant de la viande. Et j'ai eu des trucs un peu durs comme ça avec certains producteurs. Puis il y en a d'autres producteurs qui sont tout le contraire. Qui sont tout le contraire, qui sont humains, qui sont intelligents, qui savent que pour faire le bon film, il faut que ça se passe bien, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on ait tous la même énergie et qu'on soit heureux de la faire en même temps. S'il y en a un qui commence à gueuler ou s'il y a des heures dans l'équipe, ça fait que freiner le film et freiner le souvenir qu'on est en train de se fabriquer. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais surtout, je retiens bien manger, ça c'est très important. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment dans un bel endroit. Je sais que tu es entre deux voyages, donc merci de m'accueillir, de m'avoir accueilli. C'était super bien. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta @lamifproduction au pluriel si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.